En Côte d'Ivoire, le FPI a organisé un meeting dénommé le meeting de la libération à Abidjan pour demander la libération de leur président Laurent Gbagbo, un rassemblement qui intervient à 5 jours de l'audience de la CPI. Au Cameroun, le Social Democratic Front, principal parti d'opposition au Parlement, a lancé sa campagne pour le double scrutin du 9 février prochain dans l'arrondissement de Douala 1er. On en parle dans ce JT. Et puis, les députés mauritaniens ont mis en place une commission d'enquête pour faire la lumière sur les années au pouvoir de l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz, dont la disgrâce s'accentue 6 mois après son départ. Voilà pour les titres. Nous sommes le dimanche 2 février de l'an 2020. Bienvenue à tous. En Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien a organisé un meeting dénommé le meeting de la libération à Abidjan pour demander la libération de son président Laurent Gbagbo, un rassemblement qui intervient à 5 jours de l'audience pour l'examen de l'appel de la procureure de la Cour pénale internationale suite à l'acquittement pour les accusations de crimes contre l'humanité de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Reportage. Pour l'occasion, la place Figues-Gaillot de Yopougon à Abidjan était noire de monde. L'objectif était clair, demander la libération pure et simple de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé lors des audiences des 6 et 7 février prochains, prévues dans le cadre de leur procès en appel devant la Cour pénale internationale, suite à leur acquittement pour les accusations de crimes contre l'humanité. Évitons de personnaliser les choses. L'objectif de ce meeting, c'est de montrer à la CPI que la Côte d'Ivoire réclame le président Laurent Gbagbo. Il n'y en a pas d'autre. Et je pense que l'objectif est atteint. Et la troisième chose qui, de mon point de vue, est la plus importante, c'est que Laurent Gbagbo est pour la Côte d'Ivoire le chaînon manquant de la réconciliation et de la paix. Et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le réclame, au-delà des 5 militants du Front populaire ivoirien. Vous avez vu le PDCI à nos côtés, vous avez vu EDS à nos côtés. Que le président Gbagbo est un homme soutenu, un homme aimé par son peuple, un homme qui est réclamé par la population de Côte d'Ivoire et qui inspire beaucoup d'impatience aujourd'hui de le voir revenir dans son pays avec son ministre Charles Blé Goudé. Lors de ce rassemblement dénommé le meeting de la libération, les militants et sympathisants du parti de l'ancien président, le Front populaire ivoirien, ont dans leur majorité arboré le blanc, signe de paix selon son secrétaire général. Nous sommes en blanc pour la paix. Nous sommes en blanc pour conjurer le mal. Nous sommes en blanc pour repousser la barbarie qui s'est abattue sur notre pays. Nous sommes en blanc pour dire que le 5 et le 6 et le 7 février, Laurent Gbagbo doit être libéré et être ici en Côte d'Ivoire. Pour ne pas dire le 6 et le 7 sont des jours essentiels pour nos peuples. Tenons-nous prêts et écoutons ce qu'ils vont dire pour que nous nous levions. Parce que personne ne viendra lutter pour nous. Personne. Ce meeting était également une occasion pour le FPI et ses alliés de fustiger la gestion du pouvoir par le président Alassane Ouattara. Selon les leaders du Front populaire ivoirien, la Côte d'Ivoire, sous l'actuelle administration, connaît un recul démocratique et une montée de la pauvreté. Au Cameroun, le Social Democratic Front, principal parti d'opposition au Parlement, a lancé sa campagne pour le double scrutin du 9 février prochain dans l'arrondissement de Douala 1er. Pour ces élections, le parti met l'accent sur des thèmes tels que la gestion participative, le soutien et l'accompagnement des petites et moyennes entreprises et l'amélioration de la voirie urbaine. Les images. Le parti SDF, principal parti d'opposition au Parlement camerounais, a lancé sa campagne pour le double scrutin du 9 février prochain dans l'arrondissement de Douala 1er.
Pour la tête de liste de la formation politique au municipal à Douala 1er et candidat aux législatives, Moïse Nguidjol, l'ambition affichée est de conquérir la mairie pour améliorer les conditions de vie de la population. Pour cette campagne, l'accent a été mis sur la gestion participative, le soutien et l'accompagnement des petites et moyennes entreprises à travers la réduction des contrôles et charges fiscales, l'amélioration de la voirie urbaine et la distribution de l'eau et de l'énergie. Nous avons opté pour une campagne de proximité parce qu'au SDF, nous avons mis l'homme au centre de la politique. Parce que toute politique a pour objectif améliorer les conditions de vie des populations. Vous ne saurez donc, parce que vous voulez les suffrages des électeurs, les transporter sur des camions comme du bétail pour leur faire parcourir des kilomètres parce que vous voulez faire des meetings. Les élus que nous voulons être, les élus que nous aspirons à être, nous voulons changer la donne. Nous respectons l'électeur. Il est question de venir dans son domicile pour lui dire ce que le SDF entend faire de lui et ce que le SDF entend de lui le 9 février prochain. Que c'est une chance unique et historique pour Comondo désormais d'être représenté au Parlement, je veux dire à l'Assemblée nationale et à la mairie. Pourquoi pas à la future mairie de la ville? Il fallait donc qu'ils le comprennent et que nous leur expliquions les enjeux. Que nous leur expliquions que le SDF est le parti qui prône l'égalité des chances. Parce que nous naissons tous égaux en droit et en devoir et nous ne pensons pas qu'il faille avoir un Cameroun des riches et un Cameroun des pauvres. Rappelons que le Social Democratic Front avait été disqualifié par le tribunal administratif du littoral dans cette circonscription électorale. C'était à la suite d'un recours contentieux introduit par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, le parti au pouvoir. Mais les choses sont rentrées dans l'ordre pour le parti d'opposition grâce à un verdict de la Chambre administrative de la Cour suprême. Restons au Cameroun où le Bureau national de l'Union démocratique du Cameroun UDC a tenu en début de week-end à Douala sa dernière séance de formation de ses représentants dans les bureaux de vote lors des élections. Pendant près de 2 semaines, 1200 représentants de l'UDC, parti d'opposition camerounaise, ont reçu des enseignements sur le remplissage des procès-verbaux, le respect de l'heure d'arrivée et les comportements à adopter lors du déroulement des votes. Il faut dire que les représentants formés seront déployés 2 par bureau de vote sur l'ensemble des communes. Je vous propose à présent d'écouter un extrait des propos du formateur des représentants du parti dans les bureaux de vote. Nous nous retrouvons depuis près de 2 semaines. Tous les 2 jours, nous mobilisons les potentiels représentants dans les bureaux de vote que nous formons pour certains et nous recyclons pour d'autres. Parce qu'il est question qu'ils s'approprient les différentes techniques de protection des votes et de lutte contre la fraude électorale. Dans le dispositif que nous avons mis en place au sein de la commission stratégique, pour la commune de Douala 2e, il y a 294 bureaux de vote, mais nous devons mobiliser 1200 personnes, à savoir les représentants dans les commissions locales de vote, le comité de veille dans les centres de vote et la masse critique. Nous, notre parti, vous savez qu'au Cameroun, malgré la bonne volonté de l'ECAM, il y a toujours des velléités de fraude. Et compte tenu du fait que tout se passe dans la commission locale de vote, tout se passe dans le bureau de vote. Arrivé aux commissions supérieures, à savoir la commission communale de supervision ou la commission départementale de supervision, si vous n'avez pas été à la base pour empêcher tout ce qui s'est passé ou tout ce qui se sera passé, ce sera peine perdue. Autre actualité dans cette édition, en Mauritanie, les députés ont mis en place une commission d'enquête pour faire lumière sur les 11 années au pouvoir de l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz, celui dont la disgrâce s'accentue 6 mois seulement après avoir passé le relais à son ancien bras droit. Les détails. Approuvée dans la nuit de jeudi à vendredi, la commission d'enquête parlementaire bénéficie du soutien du parti au pouvoir, l'Union pour la République UPR. L'UPR a été fondée en 2009 par Abdelaziz, mais c'est à présent entièrement contrôlé par son successeur, Mohamed Ould El Ghazouani, à la tête de cet État d'Afrique du Nord-Est depuis août. La commission va s'intéresser à 7 dossiers emblématiques de l'ère Aziz, dont la gestion des revenus pétroliers, la vente de domaines de l'État à Nouakchott, dont des écoles publiques,
et la liquidation d'une société publique, Solibes, qui assurait l'approvisionnement du pays en denrées alimentaires selon le test de la résolution votée à l'unanimité des députés. L'ex-président Abdelaziz est arrivé à la tête de la Mauritanie par un putsch en 2008 avant d'être élu et réélu en 2009 et 2014. Il avait désigné comme dauphin l'ancien chef d'état-major et ministre de la Défense Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, facilement élu en juin. Vendredi, l'ancien président n'avait pas encore réagi à la création de cette commission d'enquête qui va également se pencher sur le marché de la gestion du quai des conteneurs du port de Nouakchott et les activités d'une société chinoise de pêche, Puli Hong Dong. Le quai à conteneurs du port de Nouakchott avait été attribué dans des conditions troubles à une société inconnue du public. Aris Mauritari ont récemment accusé des députés de l'opposition. La commission entre dans le cadre du contrôle de l'action du gouvernement par le Parlement et son souci est l'instauration d'une bonne gouvernance dans la gestion de la chose publique, indiquent les résolutions. Elle constitue une première dans notre système démocratique et nous avons bon espoir que les résultats qui en sortiront donneront satisfaction à tout le monde, a déclaré vendredi à l'AFP l'opposant et député Mohamed Ould Maloud. Sa création accentue le divorce entre l'ex-président Abdelaziz et son successeur, qui fut l'un de ses plus fidèles compagnons. En décembre, Abdelaziz, qui n'a pas caché sa colère, a été évexé de la direction de l'UPR au profit d'un fidèle de Ghazouani, l'ancien ministre Sidi Mohamed Ould Taleb Amar. La scène est surréaliste. Des criquets d'une ampleur historique dévastent depuis plusieurs semaines de larges zones d'Afrique de l'Est. Les pays touchés par les insectes sont déjà durement frappés par la sécheresse et les inondations. Face à cette situation, des experts redoutent le pire. Reportage. D'épais nuages de criquets affamés se sont répandus depuis l'Éthiopie et la Somalie jusqu'au Kenya, où l'Agence des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO, a estimé qu'un seul de ces essaims couvrait une surface de 2400 km², la taille du Luxembourg. Un tel essaim contiendrait quelques 200 milliards de criquets et chacun dévore chaque jour l'équivalent de son propre corps, soit un total de 400 000 tonnes de nourriture. Il est capable de parcourir 150 km par jour et de ravager les moyens d'existence des populations rurales dans leurs courses effrénées pour se nourrir et se reproduire. L'Éthiopie et la Somalie n'avaient pas vu d'essai de criquets pèlerins d'une telle ampleur depuis 25 ans et le Kenya n'avait pas eu à affronter de menaces acridiennes d'une telle force depuis 70 ans selon la FAO. Si rien n'est fait, le nombre d'insectes ravageurs pourrait être multiplié par 500 d'ici le mois de juin, envahissant le Soudan du Sud et l'Ouganda, dévastant des cultures sur son passage dans des zones déjà très vulnérables, a mis en garde l'agence de l'ONU. Cela pourrait provoquer un problème de sécurité alimentaire de premier plan, a déclaré vendredi un responsable du Centre de prévention et d'application climatologique lors d'une conférence de presse à Nairobi. Un des experts participant à la conférence de presse à Nairobi a dû rassurer l'assistance et expliquer que l'invasion de criquets survenant après la sécheresse et les inondations n'était pas les signes avant-coureurs de l'apocalypse annoncé par la Bible. Les essaims géants sont entrés au Kenya en décembre, ravageant sur le passage la prairie du nord et du centre du pays. Si les agriculteurs ont été largement épargnés, leurs champs ayant déjà été moissonnés, les éleveurs sont frappés de plein fouet par une invasion qui détruit les moyens de subsistance de leurs animaux. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.